6 juin 1944, après 4 années d'attente, le débarquement ardemment désiré se fait sur les plages normandes. À l'avant-garde du combat pour la victoire, Aunay connaîtra les journées tragiques des 11, 12, 14 et 15 juin qui virent son agonie et sa mort. À quoi bon raviver de si tristes souvenirs? Simplement pour que les survivants n'oublient pas le sacrifice donné et que les générations suivantes l'admirent. Abbé André Paul. Le souvenir d'Aunay, c'était bien, on avait un beau petit village, on était bien. C'était gentil. Pas beaucoup de maisons avaient des commodités, hein. On vivait à l'ancienne. D'accord, c'était des vieilles bâtisses, mais on y vivait quand même. Ben, on se plaignait pas, hein. C'était encore resté comme au début du siècle, quoi, les maisons. Dans la rue de Cartouche, il fallait pas y passer le soir à 10 heures, hein. Non, parce que ça va, c'était le pot de chambre, il vidait, là. Je vois bien Aunay ancien, Aunay avec son arbre de la liberté. Arrivé au bord de la rue Caen, vous aviez une grande place, avec le monument aux morts, et là, l'arbre de la liberté derrière. Et au fond, vous aviez l'église. C'est une gentille petite ville, bien calme, bien tranquille, avec un marché tous les samedis. Jusqu'à 4 heures de l'après-midi, les gens étaient au marché. Et le marché était très important parce qu'il faisait toute la place. Vous aviez à ce moment-là les marchands de beurre, qui venaient pour les cultivateurs amener les mottes de beurre au marché le samedi. Vous aviez aussi les marchands d'œufs. Il fallait voir des paniers d'œufs qui venaient au marché. Ah, la foire aux poulains. Alors là, c'était la fête, là. Incroyable. On allait voir les petits poulains là, avec leur mère. C'était bien, hein, très bien. On aimait Aunay parce que tout le monde se connaissait mieux que maintenant. C'était plus familier. Tout le monde se connaissait d'abord parce qu'il n'y avait pas de distraction autre que les gens qui se voyaient se racontaient des histoires, quoi. Alors, par exemple, le dimanche, tout le monde était devant sa porte, assis sur un banc ou des chaises, et puis tout le monde parlait, se parlait entre eux. Puis les enfants jouaient sur la route parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. On était jusqu'à 11 h du soir à discuter dans la rue. C'était la vie des Normands. C'était vraiment une vie normande. Moi, je me sentais heureux. Tandis au nez, oui. Et tout ça, forcément, automatiquement, ça a été... C'était foutu en l'air. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Afghanistan est désert. La vache soupire. La cigale prend les métros. Le requin avale la truite. Eh bien, le débarquement, dans la nuit, on s'est trouvé réveillé parce qu'on a entendu des grondements. Et puis... Eh ben, on a entendu des bruits tout à fait insolites la nuit, d'un grondement, quoi. Et alors mon père, qui avait fait la guerre de 14, a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Hein, il a dit ça, c'est des bruits de canon. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était illuminé sur la côte. J'ouvris la fenêtre qui est là pour écouter. Et puis ça se canonnait, il dit ça y est, ils sont débarqués. Quand tout le monde a été levé le matin, on a dit ça y est, ils sont débarqués, il n'y a pas de doute. Alors c'était l'euphorie, tout le monde était content. Hein. On se disait ça y est, la libération arrive. Et vraiment, on avait comme un soulagement. Hein, mais
on attendait la suite. Vous savez, on se demandait qu'est-ce qu'on allait devenir. Hein. On était contents sans être trop contents. Vous savez, on ne réfléchissait pas. Hein. Ils avaient peur, hein. Personne ne sortait. On couchait tout habillé. Il y en avait qui couchaient même plus chez eux. Mais enfin, tout le monde avait peur et personne ne disait rien. On ne savait pas ce qui allait arriver. On s'est imaginé que ça allait vite passer, tout ça. Hein. Alors, on attendait. Moi, j'étais pompier, alors on a été convoqué à la salle des pompes, hein, en cas qu'il y aurait des coups durs. Ça n'a pas traîné parce que c'est là-dessus que les avions se sont battus, allemands et américains, ou anglais, je ne sais pas juste, au-dessus entre Saint-Georges et la Bigne. J'étais en train de travailler à la gare, j'étais en train de monter un mur à la gare. Quand on a entendu les premiers avions anglais qui commençaient à tourner en sud de la gare, qui nous lançaient deux pruneaux sur la ligne. Là. Et mon bonhomme, il est en train de me tirer du coin. Je fais de hein. Alors là, c'est là que j'ai vu les premières victimes. Ben, on était quand même content de savoir qu'il se passait quelque chose, qu'on allait peut-être être libéré, mais d'un autre côté, on était anxieux de savoir ce qui allait se passer. Et puis on a vu tous les Allemands qui étaient à l'hôpital qui sont partis, puisque c'était une ville sanitaire, on devait appeler ça à l'époque. Ils avaient déclaré à Aunay ville sanitaire. Alors ils nous avaient demandé de faire des grandes croix rouges sur l'hôpital, la mairie, les écoles, des grandes croix qui faisaient immenses, qui prenaient tout le toit. Alors on peignait ça avec mon frère. On a été une semaine là, entre le 6 et le 12, là. C'était infernal, on entendait ça de là. Hein. Le ciel était tout rouge la nuit. Et les gens en parlaient beaucoup, hein, parce que bon, bah, c'était l'espoir. L'espoir, c'est d'être délivré de l'occupation. Et en plus, c'était de ne pas se trouver sous les bombes. Malheureusement, c'est venu une semaine plus tard. Quoi. On ne pensait pas à la destruction qui a eu lieu. On ne pensait pas de bombarder comme ça, ruiner comme ça. Ça. Le premier bombardement a eu lieu le dimanche matin, principalement sur la route de Condé. On était à la messe à ce moment-là. Il était 9 h à peu près, quand il y a eu 2 ou 3 bombes qui sont tombées sur la route d'Harcourt, je crois. Ça a duré quelques minutes, quoi. Tout le monde s'est mis à crier. Et monsieur le curé a dit, vous ne sortez pas, vous attendez. Les gens paniquaient, c'est un fait. C'était pas risible, mais il y avait des fils Barthélemy que vous n'avez pas connus, qui sont tous été tués. Il avait les prix Dieu sur la tête. Non, c'était pas risible. Je me rappelle bien parce que ma grand-mère était partie à la messe à ce moment-là, et ils sont venus vite fait chez eux. C'est là qu'on a subi les premières bombes, mais il n'y avait pas eu de blessés à ce moment-là du tout. Il y avait juste la route qui était coupée sur la route de Condé-sur-Noireau. Les premières bombes ont tombé à la place des écoles, là. Et alors là, chez nous, il n'a pas resté un carreau. On n'a pas bougé pour ça. Ah ben, il y en a qui sont partis, mais il y en a qui avaient fait des tranchées et tout ça. Il y en a qui sont partis dans les tranchées. Hein. Alors c'est là que mon père m'a dit, il ne faut pas coucher à la maison. Il faut faire des tranchées. Alors on a fait une tranchée. Il avait lancé juste une bombe, est-ce que c'était un avertissement? C'est possible. Évidemment, ça donnait une alerte pour les habitants. Si bien que le dimanche soir, beaucoup sont allés se réfugier dans des tranchées, enfin en dehors des maisons, du centre d'Aunay, dans les jardins ou les herbages, mais tout proche du tour d'Aunay. Eh ben, tout le village avait décidé ensemble de faire un abri des plus confortables, si on peut dire. Alors tout le monde s'était aidé, entraidé, on s'était tous entraidés. Les hommes qui avaient fait la guerre déjà de 14 savaient ce que c'était qu'un abri.
Alors ils avaient apporté tous leurs moyens, donc les planches, les fagots, alors on avait tout apporté ici. Alors dans ce creux de fossé qui est assez profond, il y a un petit ruisseau qui coule. Alors ils avaient mis un plancher dessus, sur une assez grande longueur, et ensuite ils avaient mis en travers, ils avaient mis des grandes planches, tout en travers, des grandes planches, et recouverts de fagots. Alors avec tous ces branchages qui passaient au-dessus, vraiment, on ne pouvait pas deviner qu'il y avait un abri ici. Et pour pouvoir passer des heures dans cet abri, ils nous avaient installé de chaque côté un banc, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des planches de chaque côté, hein, bien incrustées dans le creux de ruisseau pour qu'on puisse s'asseoir. Et tous les enfants, les plus petits, ils avaient mis des matelas sur le plancher et ils étaient allongés là entre deux. Il était trop tard parce que c'est pas le dimanche après-midi qu'il fallait s'y prendre, il aurait fallu faire... Les gens auraient dû même faire des tranchées au débarquement, le 6, mais personne ne pensait que ça allait être comme ça où on est. Hein. On n'a pas du tout été prévenus du bombardement. Paraît-il qu'il y a eu des tracts de lancers, mais la commune d'à côté, à Bonne-Maison. Paraît-il qu'il y a eu des tracts de lancers que le vent a emportés pour prévenir la population. Mais ça n'a jamais été constaté, je pense pas. Le samedi matin, dans la matinée, je pense me rappeler que c'était dans la matinée, et j'ai vu un avion venir à assez basse altitude. Vous voyez le sapin qui est là-bas en face, légèrement à gauche du sapin et un petit peu plus bas que le sapin. Alors un avion est arrivé en basse altitude et un paquet de tracts a éclaté. Et tous les tracts sont dispersés partout, volés partout, et ils sont partis tout à fait à droite. Et il n'y en a pas du tout qui sont partis sur le nez, ils sont partis tous à droite. À l'époque, on ne savait pas qu'il y en avait eu de distribués, de lancés. Enfin, les Allemands devaient le savoir puisqu'ils ont parti la veille, eux. Ils ont parti la veille et nous, on était restés comme des imbéciles, c'est quoi de le dire. On ne savait pas, évidemment. On a appris à nos dépenses. Le lundi matin, là c'était en plein jour. On a entendu les avions, mais les avions on en entendait tous les jours. Hein, ça faisait que de voyager. Alors là, quand les premières bombes ont tombé, personne n'a eu le temps de réagir. Hein. Nous étions couchés, il était 6h30 du matin. J'ai entendu une vague d'avions passer. J'ai réveillé mon mari, puis j'ai dit on va descendre. Alors on est descendu. Puis on a parlé à des voisins qui venaient de coucher dans une tranchée. Et bon, on leur a dit bonjour. Et puis à 6h30, il n'y avait plus personne dans le bourg. Et on a remonté se coucher. J'ai encore entendu une vague d'avion. J'ai dit à mon mari, on se lève. Bon, mais on n'a pas eu le temps de descendre. Il n'était pas 7 heures le matin. Quand on a entendu les avions, on était à Gers. J'étais avec mon frère aîné là, à déjeuner, puisqu'on se levait de bonne heure à ce moment-là. Et j'ai entendu les avions, et machinalement, je suis sorti pour voir les avions. Et j'ai eu le temps de les compter. Il y avait 3 escadrilles de 12 qui venaient de la direction de Villers-Bocage. Et au même moment, j'ai vu toutes les bombes. Excusez-moi. Alors j'ai vu toutes les bombes se détacher dans un sifflement extraordinaire. Alors le lundi matin, oh là 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 là, à 6 heures, je vous assure que ça donnait des bombes, oui. Alors. La nuit du dimanche au lundi, j'avais couché avec Mme Barthélemy dans son bureau. Et le matin, je suis montée faire ma toilette en haut, au second étage. Bon, j'ai entendu les avions,
Je me suis à la fenêtre pour regarder, j'ai vu le chapelet de bombes tomber. Alors, je me suis trouvé enseveli, carrément. Et alors là, j'étais enterré. Moi, j'ai eu un coup de pouce et j'étais montée en haut faire ma toilette. Et c'est par le déplacement d'air que j'ai été transportée dans la rue en face. J'ai senti que je tombais. Vous savez, c'est une impression qu'on ne peut pas beaucoup... Je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Ça a été fait tellement vite, tellement vite. Je sentais que je nageais, Je tombais juste en face d'une mère et de photographe. Alors nous, on était dans le chemin Saint-Marc derrière. On n'a pas resté dans le tranchée, une chance pour nous, parce qu'il y a tombé une bombe dans le milieu de mon jardin, qui a soufflé la tranchée, et alors là, on aurait été mort étouffé. Après, je me suis sauvée, je me suis trouvé des chaussées et tout ça. Je montais la rue de Caen, c'est Mlle Berthe qui m'a donné une blouse, Madame Ferret qui m'a donné une paire de chaussures, et puis je voyageais dans des champs. Ça m'en était complètement affolée. Hein. Je me suis retrouvée dans le noir, et puis allongée, et puis sentant quelque chose sur moi de très très lourd. Il paraît que ça a duré 7-8 minutes, parce qu'il y a eu la première vague là que j'ai vue. Et je crois que les avions ont été faire un grand tour sur les bois et ils sont revenus, puisque j'ai entendu celui qui m'a déterré, c'était mon cousin justement, il disait attention, voilà que des étoiles. C'est à la seconde vague d'avion que je lui ai dit, tu sais, on va mourir. Adieu. J'étais pris le matin à 7 h. Je m'en allais soigner les lapins. Mais les lapins, on s'est vite soignés. Je n'ai même pas pu revenir à la maison. J'ai été pris sous le bombardement, avec les barres. Alors là, pardon, ça demande environ 10 minutes, au grand maximum. J'ai été enseveli. J'ai été enseveli 4 heures. Alors, à ce moment-là, le bombardement continuait. J'étais complètement assommé. Ah oui. Puis ça a duré longtemps, vous savez. Oh, je croyais bien que j'allais crever là-dedans. Je ne savais pas comment faire. J'ai essayé de forcer, mais j'avais un mur. C'était un mur. Oh, je ne pouvais pas. Incroyable. J'ai appelé ma mère plusieurs fois. C'est pas du joli, hein. Je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Voyez, Barbara vous le dire. Hein. Ce lundi matin-là, c'est épouvantable parce que le centre donné, c'est-à-dire la place de la Liberté qu'on appelait le centre, là il y a eu beaucoup de maisons qui sont effondrées et les gens qui étaient partis dans leur tranchée la nuit étaient déjà revenus pour beaucoup. Et il y a eu beaucoup de morts. Et malheureusement, il y avait peu de secours aussitôt parce que d'abord les pompiers ont été appelés, mais il y en a eu qui ont été tués aussi. J'ai été enseveli. Ça a duré au moins, je ne sais pas, toutes 3 heures avant d'être libéré. J'étais enfoui complètement. C'était 3 à ce moment-là. Il y avait lui, moi, puis nommé Roger-Marie est mort. Et si on est là tous les deux, c'est grâce à M. Hibert, le père à Guy Hibert. C'est lui qui nous a tirés de là. Et je peux vous dire qu'il en a sauvé. Hein. Comme la Madame Durand, c'est pareil, c'est lui qui l'a tiré. Ils ont été dégagés, on est redescendu dans le centre. On a dégagé Madame Durand, Monsieur Durand, Madame Durand. On avait des bois, prenez-vous, des portes ou des fenêtres qu'on dû se trouver. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu être sauvés. Mais moi, je ne pouvais pas bouger un doigt. Pas un bras, rien. Mon mari pouvait encore bouger, et moi pas. Bien sûr, Madame Durand a été longue à dégager, puisque il y a été à peu près 2 heures de temps.
Alors j'ai été dégagé et puis on a réussi à sortir ma mère aussi. Mais il en est resté 4. Mais d'autres personnes sont mortes parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour les sauver. Vous comprenez? Ils avaient beau crier, mais il n'y avait pas assez d'équipe pour sauver toutes les personnes. Quand on est descendu, moi ça me reste toujours, un monsieur qui avait les jambes prises dans des pierres et qu'on ne pouvait pas sauver parce qu'il avait les jambes broyées et qui criait. Ça, je crois que je le verrai jusqu'à ma mort. Ceux qui n'avaient pas été atteints ont essayé naturellement de porter secours aux autres. Mais il y avait un tel désastre que c'était parfois impossible pour beaucoup. On a assisté à certaines choses, quoi, comme la sauvegarde du fils Gigon, qui était à ce moment-là un jeune bébé et qui était resté accroché sur un pont de mur à 7-8 mètres de hauteur. Le berceau était resté accroché au mur et plus rien en dessous. Et c'est un Allemand qui est allé le chercher. Et les secours sont venus quand même des communes avoisinantes, c'est-à-dire Donde-Fontaine principalement, puis je crois de Saint-Georges aussi, puis Bonne-Maison je pense aussi, de Beauquet par là, tout ce coin-là, tout ce qui environnait Aulnay. L'hôpital par lui-même a été touché, mais d'un côté, ainsi il y avait une chapelle, la chapelle a été détruite aussi, puis les bains-douches. Toutes les personnes de l'hôpital ont été transportées au château de la Ferrière. Tous les invalides et puis les malades aussi. Ce que je me souviens quand même, ce sont les premiers qui sont arrivés d'Aulnay. Et entre autres, je vois encore arriver par cette allée, entre autres, parce qu'il en venait d'autres, je pense. Mais moi, j'ai le souvenir de celle-ci, une femme qui poussait un landau. Et dans ce landau, un enfant. Et l'enfant avait une cuisse de moins. Alors, bien sûr, il est resté là. On l'a enterré au petit cimetière. Alors, vous savez, quand on a 16 ans, on a gros cœur. C'était pas joli, hein, tu savais. Tu voyais toutes les maisons et tout ce qui se passe. C'était affreux. Hein. J'espère jamais revoir ça. Hein. Tout ce qu'on a vu, c'est triste, vous savez. Enfin, toutes ces personnes-là qui étaient mortes, là on passait devant, ils nous demandaient de les soulager. Il y en a eu quelques-uns de sauvés, mais à ce moment-là, ce jour-là, il y a eu 120 morts, je crois, en l'espace de 10 minutes. Et les quelques blessés qu'il y avait, enfin il y en avait pas mal, mais tous les blessés qu'on a retirés sont morts, ils étaient gravement touchés. Forcément, tout le monde était pris au lit. Hein. Alors... Beaucoup n'étaient pas levés encore, et d'autres étaient en train de faire leur petit déjeuner. Et ce qui a fait beaucoup de morts aussi, c'est qu'il y avait eu la communion à Aulnay. Des gens du dehors qui étaient venus en communion ont été tués au bombardement. Chez Gigon, ils étaient 13 personnes. Ils ont tous été tués, il y a eu juste le petit gamin de 18 mois qui a été sauvé. On les a tirés de sous des gales, sous les maisons, monsieur et madame Chailloux vivants. Mais les enfants, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, je sais pas, ils étaient 6 ou 7 là-dedans. Ils sont tous restés. Il y en a eu pas mal de tués. Il y a Mme Quedville, vous avez connu, Mme Quedville a eu ses 2 fils de tués aussi. Alors moi, évidemment, j'étais resté seul avec ma mère. Et d'ailleurs, mes frères sont restés sous les décombres jusqu'au mois d'octobre. Je n'avais pas pu les retirer avant. Entre le 2e et le 3e bombardement, c'est là que les gens cherchaient leur famille, dans les décombres. Comme moi, j'ai cherché mon père. Il y en a beaucoup qui n'ont pas tatoué. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas parce que ça vous frappe. Le premier bombardement, toutes les bombes sont tombées sur le bourg, sur le milieu du bourg. Alors, le centre d'Aulnay, la place de l'église, la rue de Vire, un peu de la rue de Vire, la rue de la Poste, et puis la rue d'Harcourt aussi un peu, et l'arrière du bourg, c'est-à-dire la rue Docteur Paul Tillot. On a commencé par notre quartier, toute la rue de Cartouche, la rue Crème,
puis après, ils sont revenus en deuxième vague pour au football, le restaurant de la rivière et tout ça, l'église et tout. Il restait quand même, par exemple, la rue de Caen, une partie de la rue d'Harcourt. Dès le lendemain, le feu après, dans tout le quartier. La rue d'Harcourt, et puis il y a une partie de la route de Condé. Tout ça, ça a brûlé, et puis après ça s'est propagé. Là, dans le bourg, il y avait des petites rues, et les flammes, ils se rabattaient, ça brûlait des deux côtés. Le centre qui brûlait, c'est ça qui était un peu embêtant. Ils n'ont pas pu sauver certaines gens qui étaient coincés. Si vous voulez, on ne pouvait pas sauver rien. La motopompe était cassée, éclatée, les tuyaux étaient percés, il n'y avait plus rien à faire. Bon, le mardi, il n'y a pas eu beaucoup de choses, sinon quelques obus. On a été quand même pendant 2 nuits où les obus passaient sans arrêt. Les gens ont eu peur à Aulnay une fois qu'ils ont fait le premier bombardement, mais les gens ne sont pas partis. Ils ont resté autour des maisons, dans les tranchées. Personne n'est parti d'Aulnay-sur-Odon, ou très peu. Hein. Tout le monde est resté dans leur foyer. D'autres couchaient quand même dans les tranchées. Et chez nous, on était restés dans la maison. Je crois me rappeler qu'il y en a qui venaient même coucher chez eux, hein, ou qui n'étaient pas touchés. On n'a pas pris de précautions pour partir plus tôt. Mais nous, on est partis aussitôt. Après, on n'a plus vu, on n'est pas revenu à Aulnay du tout. On a été en campagne, se réfugier en campagne. Mais dans ces cas-là, je crois, c'est vrai, on ne pense pas aux autres de trop et on se dépêche de s'en aller parce qu'on veut s'en aller, on ne veut plus entendre rien. En tout temps et en tout cas, la vie reprend toujours le dessus. Moi déjà, mes parents ont continué de faire marcher la ferme, de traire, de faire comme par le passé. Hein. Moi, je sais que je devais aller avec mes parents, aller traire les vaches, et moi, j'étais morte de peur, parce que j'avais tellement la frousse des avions, c'était quelque chose, c'était vraiment quelque chose. Moi, j'étais complètement dingue. Hein. Mais le boulot avant tout. Hein. Il y avait des moments où on se demandait qu'on n'y pensait plus, ils se mettaient à jouer aux cartes et tout ça. Et c'est vrai, enfin, heureusement encore. Mais nous, les gamins, enfin, j'étais encore jeune, mais j'avais quand même 16 ans, quand même, mais on ne se rend pas trop compte. Mes parents ont dû apprendre, donc il allait se passer quelque chose. Alors on est parti dans les champs, passer la nuit. On s'est installé dans un creux de fossé. Et puis je crois que il semble que c'est vers minuit. Hein. D'un seul coup, on entend et puis ça tirait du haut de la côte de Jurques sur les avions. Ils vont dire, va te croire y passer encore un coup. Alors là, on a entendu un grondement. Et puis... D'un seul coup, le ciel s'est étoilé. On s'est dit qui c'est qui se passe. On y voyait comme en plein jour, c'est le cas de le dire. C'était autre chose que le soleil. C'était plus éclairé même qu'en plein jour. Hein. On entendait les avions qui approchaient, et tout d'un coup, on a vu des fusées. Alors là, on a assisté à un vrai feu d'artifice. Le ciel était illuminé comme en plein jour. Il y avait des fusées éclairantes. Pratiquement, au niveau du nuisement, on aurait lu le journal sur l'extérieur. Hein. C'était tellement éclairé. C'était fantastique. C'était rouge, on voyait les bêtes affolées qui couraient, vous savez, vraiment un spectacle de... C'était des fusées de tout partout. C'était même beau à voir, les fusées, mais enfin... C'était vraiment quelque chose d'effrayant, hein. Et magnifique à la fois. Hein. Mais ça n'a pas duré long, parce qu'aussitôt après, les bombes.
Voilà, sans arrêt, une machine à coudre, sans arrêt des bombes. Oh, incroyable. Alors on les entendait, la première tombée, on les entendait s'approcher. Et alors on était dans l'angoisse de dire est-ce que la prochaine c'est pour nous? C'était invivable, invivable. Déjà qu'on était à 5 km là, les vitres tremblaient comme les portes. On se demandait ce qui se passait, on se doutait bien, mais enfin, ils ont vraiment pilonné. J'avais mon petit neveu, moi, qui était couché à nos pieds, on la retrouvait bientôt à l'autre bout de la tranchée. On était dans la tranchée, et ma mère était là dans la petite table, elle n'a pas voulu quitter, et elle s'était mise un matelas sur le haut de la tête. Et c'est tout. Ah, mais... Chacun se préservait, soit une valise ou n'importe quoi. On était une 25 à 30 personnes dans cet abri. Et dès qu'on entendait ces vagues d'avions qui descendaient sur nez, on avait l'impression que toutes les bombes allaient nous tomber dessus, parce qu'il en tombait tout près aux alentours. Hein. Alors toutes les 20 personnes qu'on était là-dedans, hein, croyant ou pas croyant, tout le monde priait, tout le monde était très 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 angoissé. Et une deuxième vague est revenue et de nouveau le gros bombardement. Et alors, bon, moi j'avais très très peur, on avait vraiment tous peur, on s'est dit ça y est, c'est fini, on va pas s'en sortir. Hein. Et une troisième vague, ils sont repartis et une troisième vague est revenue. Quand la vague était passée de ces avions, on respirait un peu, on disait ça y est, ils sont partis, on était à l'écoute. Et puis tout d'un coup, on les entendait revenir. Alors à ce moment-là, on se bouchait les oreilles, on était tremblants de frayeur, quoi, en se disant, est-ce que cette fois-là, c'est pour nous? Je me souviens, moi, m'être levée dans le fossé, et puis je voulais partir comme une folle, parce que j'avais enfoncé mes doigts dans mes oreilles, et alors... Hein, on ne pouvait même plus respirer, parce que vous savez, toute la poudre, hein. On attendait notre heure à chaque instant. Hein. Ah, et ça, ils ont mis le paquet. Hein. On avait l'impression que ça a duré des heures. Et pour en finir, ça n'a pas dû durer des heures, mais c'était quelque chose de très long et de très terrible à supporter, quoi. Ça a dû durer, je crois, il me semble que ça a duré à peu près 3/4 d'heure en tout. Je crois que c'est 35 minutes que ça a duré. Mais alors, sans arrêt comme ça. Alors là... Il y avait pas mal de gens encore qui s'étaient réfugiés quand même dans les tranchées. Et il y a eu, je crois que c'est 70 ou 80 qui sont encore restés ce soir-là. Ils ont été ensevelis dans les familles entières sont disparues. Hein. On a eu la chance parce que nous, je vous dis, on était une trentaine, il n'y a pas, personne n'a été, même pas blessé, rien. Et alors quand on est sorti, on entendait des gens qui appelaient au secours du côté de la ferme à M. Valpinson. Là-bas, c'était sous les pommiers. Il y en a qui n'avaient pas des abris assez confortables ou bien alors qui avaient été touchés dans leur abri et qui s'en allaient plus loin. Alors là, on a attendu jusqu'au petit jour pour voir là où les bombes nous étaient tombées le plus près. Alors là, plus près était environ ici à 200 mètres, où il y avait les 9 vaches de M. Anselme qui avaient été tuées tout autour, et une autre à la sortie du chemin. Après ce bombardement, quand le jour s'est levé, toute la nature, l'herbe, les arbres étaient recouverts d'une poudre, je ne me souviens plus très bien, mais ça n'était plus vert, hein, c'était recouvert de poudre, partout, partout, partout. Alors que ce bombardement se passait quand même à 2 km d'où on était. Au niveau de l'environnement de la ferme où nous étions, on avait une bonne couche de poussière qui recouvrait l'herbe, mais alors... Après le pilonnement, les hommes sont sortis en disant surtout vous ne bougez pas, il peut y avoir des engins. Alors ils sont sortis, on sentait une odeur de brûlé, une odeur de fumée. Alors ils sont allés voir à quelques centaines de mètres aux alentours pour voir si vraiment on pouvait sortir de notre abri sans danger. Mon père a dit, bon ben, on va aller voir au village, il ne doit plus rien rester. Alors là, il n'y avait plus rien, quoi. Sinon le clocher qui était resté au centre des décombres et... C'est tout. Il y a juste une maison sur le haut de la rue de Caen qui existe toujours, là, la maison du docteur Laquette. Et autrement, tout était... Ce n'était qu'un tas de pierres, de ferraille, enfin, ce n'était qu'un véritable amas de ruines. Et vraiment, il n'y avait rien que des bouts de planches par place. Un véritable
désert, puisque il y avait des amoncellements de pierres et de terre, mais on ne voyait plus rien. C'était la montagne. Hein. Moi, c'était la montagne. Il ne restait plus rien que le clocher. Les routes étaient effacées, les maisons étaient effacées, il ne restait plus de pans de mur, des trous et des bosses, c'est tout. Il n'y avait plus de chemin, il y avait où se perdre. Hein. On avait le clocher comme repère, parce qu'on se demandait où est la route de Caen, où est la route de Villers, forcément c'est le clocher qui nous repérait. C'était un champ de terre, un champ de labour, avec des tas de briques, des tas de pierres, des tas de... Ils ont bombardé tout Aunay, même les environs, le cimetière et puis tous les champs qui étaient autour d'Aunay. Et où il y avait beaucoup de personnes qui s'y étaient réfugiées, et puis qu'on a su après qu'ils étaient morts d'étouffement. Mais alors pourquoi un tel pilonnement, hein? Pourquoi tant de vie humaine pour ça? Alors ça, on n'a jamais compris et même pratiquement jamais pardonné, je crois. Ils sont acharnés sur Aunay, je ne comprends pas pourquoi, mais on ne sait rien. On ne sait rien du tout. C'est pas normal. Beaucoup de gens se sont posé cette question-là, aussitôt après. Pourquoi écraser un petit pays qui avait combien? 1400 habitants à l'époque. Maintenant, il y en a 3000. Hein. Alors, vous voyez, c'était petit. Aunay était un nœud routier. Alors, c'est pour ça qu'on a été bombardés. Au début, on a dit, bon, ben, ils viennent couper les routes, ces choses-là, on les comprenait très bien, mais après, on n'a pas su pourquoi il y a eu tout ce martyre, tout ce pilonnement, tout ça. On n'a pas compris pourquoi. Il a été mal perçu, si vous voulez. La raison n'a pas été évidente, puisque aussi bien après les premiers qu'après le dernier bombardement, les troupes s'étaient frayé un passage en contournant Aunay, hein, c'est très facile. Hein. Moi, j'ai toujours cru qu'ils voulaient couper les routes. Malheureusement, c'était pas ça du tout. Pourquoi qu'ils sont revenus le mercredi pour écraser le reste? Il est certain qu'ils auraient bombardé un petit peu plus loin dans les bois, ils faisaient moins de dégâts et ils avaient beaucoup plus d'efficacité. Hein. Et il paraît que le bombardement de Aunay était voulu, hein, que j'ai entendu. On avait appris qu'ils étaient venus sur Villers, là, les Anglais avaient avancé sur Villers-Bocage, mais ils ont reparti, ils ont reculé. C'est à ce moment-là que les bombardements, je crois, ont eu lieu sur Aunay. Dans la nuit du 14 au 15 juin à partir de 22h, la 7e division blindée des rats du désert bat en retraite depuis la côte 174 devant la résistance acharnée de la division Panzerlehr. C'est alors que Bucknall, commandant du 30e corps d'armée anglais, décide de rappeler cette division autour de Briquessart et de Parfouru-les-Clains. Ce fait a eu pour conséquence une nuit d'apocalypse pour les habitants d'Aunay et d'Évrecy, car pour couvrir cette retraite, Dempsey demande au Bomber Command de détruire ses 2 chefs-lieux de canton d'où, dans son esprit, aurait pu se former une puissante contre-attaque allemande. Extrait de la bataille du Calvados d'Albert Grandet. La Normandie, mon pays natal. Depuis mon enfance, rien n'a changé. Les prés sont toujours aussi verts, les blés aussi dorés. L'Orne me semble toujours aussi jolie. Mais depuis 1944, partout des monuments ont été érigés pour perpétuer le souvenir de ceux qui sont tombés pendant les dures batailles de Normandie. Des cimetières abritent les soldats de tous les pays qui ont donné leur vie pour libérer la France. Le quart de Caen traverse toujours notre région, desservant les moindres villages. Tous les jours, il passe à Aulnay-sur-Odon, ma ville. Le 15 juin 1944, pas une des maisons d'Aulnay ne restait debout. Tout avait été détruit au cours des combats acharnés qui se livrèrent dans les parages. Peu de villes dans toute la Normandie, ni même dans toute la France, ne furent aussi complètement anéanties. Cependant, aussitôt que cela fut possible, nous sommes revenus dans nos ruines. 200 de nos concitoyens étaient morts, toutes les familles étaient en deuil. Après les avoir accompagnés à leur dernière demeure, nous nous sommes attelés à notre tâche, construire un second Aulnay. Un emplacement fut choisi tout près du premier Aulnay disparu. Notre nouvelle ville est bâtie en bois.
Chaque samedi, jour de marché, la place retrouve son activité. Comme les autres ménagères d'Aulnay, j'essaie de faire mes achats pour toute la semaine le jour du marché. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je suis Madame Laquenne. Je voudrais vous montrer notre ville. L'église domine la place. Elle n'est pas très imposante, mais elle nous offre toujours la paix et le réconfort quand nous sommes tourmentés ou découragés. Ce Christ est un de nos trésors les plus sacrés. Autrefois, il décorait l'hôpital. Nous l'avons trouvé dans les ruines, miraculeusement intact. Il étend ses bras au-dessus de cette plaque dédiée à nos morts. La mairie est en face l'église. Elle n'est pas somptueuse, mais c'est le centre officiel de notre ville. Elle contient ce qui fut sauvé des archives. Permettez-moi de vous présenter notre maire, qui est aussi le médecin-chef de l'hôpital. C'est aussi mon mari, Louis Laquenne. Louis travaille dur, trop dur, il n'a jamais une minute. Il partage son temps entre la mairie et l'hôpital et il doit résoudre 1000 problèmes. Il y a longtemps qu'il est maire à Aulnay. Il a beaucoup souffert, beaucoup travaillé. Je suis fière de ce qu'il a accompli. Je vous le dis à vous, mais j'essaie de lui cacher à quel point je suis fière de lui. Dans notre ville de Bois, nous avons quand même l'électricité, l'eau et le téléphone. Les maisons sont bien simples, n'est-ce pas? Mais des rideaux clairs, des fleurs dans le jardin les rendent attrayantes. Et puis il faut dire aussi que pour moi, elles symbolisent le courage, la persévérance et la foi de mes concitoyens. Notre école n'a que des classes primaires. Nous n'avons pas pu construire des bâtiments pour l'enseignement secondaire. Comme toutes les autres villes de province, nous avons nos plaisirs. Et nos champions. Nos hôtels ne figurent sûrement pas sur les listes touristiques avec 2 étoiles, mais ils sont accueillants. Le cinéma a fait un gros effort architectural, tout au moins pour sa façade. On ne peut pas comparer nos boutiques à celles de la rue de la Paix, mais elles sont bien achalandées. Nous y trouvons le nécessaire. J'ai même le superflu, comme chez ce bijoutier. Quant au salon de coiffure, il est très fréquenté par les élégantes locales. Cet ancien monastère devenu fromagerie est situé à quelque distance de la ville. C'est ce qui explique qu'il n'a pas trop souffert de la guerre. Nous y produisons quotidiennement 6300 camemberts. Depuis 29 ans, Jean vérifie 8 heures par jour la qualité de nos fromages. Ne croyez pas qu'il en soit dégoûté, il en mange à chaque repas. Voici Marie. Elle est née à Aulnay, elle ne l'a jamais quittée. J'aime bien Marie. Du temps du premier Aulnay, je la voyais rarement, mais maintenant nous sommes une paire d'amis. Dans le second Aulnay, tout le monde est ami d'ailleurs, on se serre les coudes dans le malheur. Ah, il faut que je termine mes achats car je dois aller retrouver mon mari. J'aurais cru que ce morceau était le meilleur. Mon ami le boucher connaît sa viande mieux que moi. Inclinons-nous devant sa décision. Ça fait 20 ans que je lui fais confiance, je ne l'ai jamais regretté. Il ne reste plus que le pain et peut-être un gâteau. Voilà, c'est terminé. Au revoir, Marie. Je vais passer à la maison déposer mes emplettes avant d'aller voir Louis. Nous avons visité ensemble le second Aulnay. Il n'est pas très joli, mais nous sommes pourtant 2000 à y vivre. Pourquoi y sommes-nous revenus? Pour 100 raisons. Et surtout pour une. Aulnay est notre pays. Jeunes et vieux, nous avons travaillé ensemble à le reconstruire sur les ruines.
Et ensemble, nous avons accompli un premier miracle. Souvent, je vois Louis, comme aujourd'hui, perdu dans une muette contemplation. Il semble fasciné par ce qu'il voit. Il ne peut s'arracher à ce spectacle. Moi non plus, je ne me lasse pas de regarder notre second miracle. Le voici. Il brille au soleil. C'est la ville de pierre qui va remplacer la ville de bois. C'est le 3e Aulnay. En 7 ans, nous aurons eu 3 Aulnays différents. Je ne crois pas avoir jamais entendu parler d'une chose pareille. Le 3e Aulnay est bâti sur l'emplacement du premier. Le gouvernement nous a financés. La Suède nous a également fait des dons généreux. Quant au nouvel hôpital, c'est le plan Marshall qui en a rendu la construction possible. Chaque jour, Louis étudie ses plans, précise quelques points. C'est là qu'il veut sa salle d'opération. Voici quelques-uns des vieux qui sont revenus, sans famille, sans argent. Ils sont les bienvenus à l'hôpital. Ils y sont libres et semblent s'y plaire. La nouvelle école a désormais 2 bâtiments, un pour les filles, un pour les garçons. Chacun aura des classes primaires et secondaires. Promenons-nous dans le centre du 3e Aulnay. Partout on travaille. Il faut terminer le plus vite possible. Je suis surprise de voir les bâtiments s'édifier si rapidement. Surtout quand je vois que chaque pierre est travaillée à la main. La nouvelle mairie sera imposante. Louis va se sentir aussi imposant qu'elle quand il sera dans ses nouveaux bureaux. Devant la mairie, un beau jardin et une fontaine remplaceront bientôt ses ruines et ses orties. Les rues ont exactement les mêmes noms que dans le premier Aulnay. Grande rue. Les boutiques sont au même numéro qu'autrefois. Rue d'Harcourt, exactement comme avant. Certaines de ces boutiques semblent déjà prêtes à ouvrir leurs portes aux chalands. Le boucher va pouvoir séduire ses clients avec une boutique pareille. Quant au boulanger, il en est si fier que c'est devenu son unique sujet de conversation. La place de l'église est strictement dessinée sur son ancien emplacement au centre de la ville. L'église se construit rapidement. Quel dommage que l'abbé Paul ait été transféré. Il aurait tant aimé être là le jour de la consécration. Quel homme étonnant. Comme il nous a réconfortés pendant les heures difficiles. Que pensez-vous de notre hôtel? Un véritable palace. Voici notre chef normand. Il symbolise notre cuisine célèbre. Une plaque résume l'histoire d'Aulnay. Reconstruit de 1947 à 1951. Les boutiques, les bâtiments publics, l'église, les maisons, une ville entière. Voici les maisons pour une famille. En voici d'autres pour 2 familles. Marie est venue une fois de plus voir si les travaux avançaient dans sa maison. Louis continue sa tournée d'inspection. Il semble satisfait des progrès effectués. Marie va bientôt pouvoir emménager. Quelle joie! Dans quelques mois, toutes ces maisons seront pleines de gens qui pendront la crémaillère. Quelle journée ce sera pour Aulnay quand nous emménagerons tous. 3 villes en 7 ans. Souvent je pense à ce que l'abbé Paul nous a dit avant de nous quitter. Je crois au sacrifice de nos morts. Je crois à la fraternité des survivants. Je crois que les générations futures n'oublieront pas. Je crois en la victoire de la vie sur la mort.
Je crois en la résurrection de notre petite ville et de notre grande patrie. Je crois que Dieu nous aidera à reconstruire le nouvel Aulnay dans la joie, la paix et l'amour. Dans notre ville, personne ne prétend être un héros. Et pourtant, il y a quelque chose d'héroïque dans l'histoire d'Aulnay-sur-Odon. C'est grâce au courage, à la foi et à la ténacité de tous que notre cité morte en 1944 ressuscitera en 1951. Mais enfin, vous savez, vraiment c'était pénible. Hein. Oh, quand on a vu tout ça, non, non, on ne peut pas s'imaginer. On ne demande pas, je vous assure mes petits, on ne demande pas à voir ça. Oh là 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 là. Et tout ça, vous savez, ça reste. D'abord, après, quand je suis revenu d'Exode, j'ai fait des cauchemars. Je dormais plus, vous savez, je revoyais tout ça, quoi. On s'en rappelle quand même parce que tout de même, je me dis, celui qui n'y a pas passé, il ne peut pas se rendre compte comment que c'était. Hein. Il y a des fois, j'aurais dit, moi après, et alors, si vous... Mais depuis le temps. Ce qu'on a en mémoire, c'est ces vagues d'avions, ces bruits d'avions, vous savez, qui volaient à basse altitude. Ce qui m'a frappé le plus, c'était les fusées éclairantes qui tombaient. Alors on est bientôt plat, très plat, et puis alors ce clocher qui était resté debout. Et ça, je crois que tout le monde a eu regret qu'on ne puisse pas sauver ce clocher. Hein. Le spectacle qui m'est resté, ce sont les chevaux, les vaches affolées qui galopaient. C'était vraiment quelque chose de... C'est ces choses-là, je crois, qui nous ont marqué le plus. Et puis alors les personnes qui ont souffert sous les décombres, qui ont souffert des heures, qui ont appelé des heures. Alors quand on rencontre encore les parents de ces enfants-là, ben, ça fait mal encore parce que c'est pour leur vie qu'ils ont été marqués.